À la une de l'actualité, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin pour Franceville. C'est au Gabon pour une visite d'amitié et de travail à l'invitation de son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. On parlera également des infrastructures socio-économiques inaugurées hier par le Premier ministre dans la commune d'Abobo. Véritable marathon pour donner à la commune un visage reluisant. L'actualité, c'est aussi la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Autour du thème « S'unir pour mettre fin à la tuberculose », la Côte d'Ivoire s'engage à redoubler d'efforts pour vaincre la maladie. 13h à Abidjan. Bonjour à tous. Commençons par ces images du départ du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a quitté Abidjan ce matin pour Franceville au Gabon pour une visite d'amitié et de travail. Le président Alassane Ouattara a été invité sur place par son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Mais avant son déplacement ce jeudi, hier, le chef de l'État a présidé le Conseil des ministres. Parmi les décisions majeures, l'ouverture de la campagne intermédiaire de commercialisation du café et du cacao le 1er avril prochain. Le gouvernement a annoncé le maintien du prix du kilogramme de cacao à 1000 francs CFA. Viviane Aïmen. À l'heure où la science, à travers sa spécialité, la biotechnologie, permet de réaliser des modifications sur les organes et sur les végétaux, le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 23 mars sous la présidence du chef de l'État, a décidé la mise en place au plan national d'un arsenal réglementaire qui jusque-là n'existait pas. Ce projet de loi fixe les conditions dans lesquelles il sera désormais possible de se livrer sur le territoire ivoirien à des manipulations relevant de la biotechnologie moderne. Cela permet de créer des produits de meilleure qualité, cela permet de produire plus, mais il convient évidemment de faire en sorte que les avantages soient plus importants que les inconvénients de ces produits-là. Ainsi, l'État veillera à l'application d'un certain nombre de principes. Et 2 organes seront créés pour la bonne mise en œuvre de ces principes. Il s'agit notamment d'une commission nationale de biosécurité et de biosûreté et d'un observatoire national de biosécurité. Le Conseil a aussi décidé des mesures pour stimuler la recherche au niveau de l'enseignement supérieur. Ce décret traduit la volonté du chef de l'État de faire de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique l'un des leviers importants du développement de notre pays. À cet effet, des mesures sont envisagées, notamment l'amélioration de l'équipement des établissements en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'amélioration de la qualité de la formation de la recherche et l'amélioration des conditions de travail des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Dans ce dernier cas, donc, l'amélioration des conditions de travail des enseignants-chercheurs et des chercheurs, le projet de décret fixe le montant des primes de recherche et définit dans le même temps les modalités de paiement de ces primes. La campagne intermédiaire de commercialisation du cacao démarrera le 1er avril. Le prix d'achat aux paysans du kilogramme de cacao reste inchangé. Il est toujours fixé à 1000 francs le kilo. Comme cela a été fait au cours des 3 dernières campagnes, le prix fixé pour le kilogramme de cacao pour la campagne principale est reconduit pour la campagne intermédiaire. Il n'y a donc pas de décote. Le prix pour la campagne intermédiaire sera donc de 1000 francs CFA par kilo. Le Conseil a également approuvé la date du 1er avril 2016 comme date d'ouverture de la campagne intermédiaire 2015-2016. Le Conseil a instruit le Conseil Café-Cacao à l'effet de prendre toutes les mesures, y compris les sanctions appropriées pour le respect strict du prix aux producteurs, donc de ce prix de 1000 francs CFA par kilo qui vient d'être fixé. Le gouvernement, une fois encore, prend une nouvelle décision pour l'amélioration du cadre des affaires. Un mécanisme pour l'accès des PME nationales au marché financier régional va être lancé officiellement ce jeudi 24 mars. Le mécanisme d'accès des PME nationales au marché financier régional est un système de financement souple mis en place par la Bourse régionale des valeurs mobilières et spécialement adapté aux besoins et aux réalités des PME.
Le gouvernement est déjà engagé dans ce mécanisme de financement, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du projet Phoenix, qui est dédié à la valorisation des PME nationales, en termes de création de richesses, en termes de création d'emplois durables également. Le Conseil a donné son approbation pour la nomination du capitaine de vaisseau Djikalou Saint-Cyr au poste de directeur exécutif du Centre interrégional de coordination sur la sécurité et la sûreté maritime en Afrique centrale et occidentale avec poste au Cameroun. Le gouvernement se réunira pour le prochain Conseil des ministres le mercredi 6 avril. Parlons d'inauguration d'infrastructures socio-économiques et de lancement de projets à Abobo. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est que les populations sur place sont soulagées. Les populations des villages d'Aboboté et de Bokabo à Abobo. Hier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a inauguré la nouvelle voie d'accès au village d'Aboboté. Le chef du gouvernement a également lancé les travaux de renforcement de la voie de Samanké, mairie d'Abobo. Le point de toutes ces étapes avec Maïsako. Le village de Ndotré, dans la commune d'Abobo, va disposer dans quelques mois d'un système de canalisation. La commune d'Abobo a des canalisations qui sont vieilles. Et il y a 5 quartiers qui sont nés après les premières canalisations. Donc même si on changeait les vieilles canalisations, ce sont ces parties-là qui auront de l'eau. Il faut faire des extensions compte tenu des nouveaux quartiers. En attendant la fin des travaux de canalisation, le nouveau château d'eau de 5000 m3 et de 35 mètres de haut se dresse fièrement dans le ciel de Ndotri. Sa réalisation a coûté plus de 4 milliards de francs CFA. Cette nouvelle infrastructure va alimenter les communes d'Abobo et d'Anyama. Au dire du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, elle va surtout améliorer les conditions de vie des populations. Avec 9,4 milliards de francs CFA, et c'est une première phase. Il y a 10 autres milliards de francs CFA qui vont venir s'ajouter, de manière à ce que les Abobolais, quel que soit leur positionnement, c'est surtout les femmes, elles puissent avoir de l'eau, qu'on n'ait plus ces spectacles de femmes qui se lèvent à 4 h du matin pour aller chercher de l'eau. Je suis très contente que le château soit dans mon quartier surtout, et je suis contente qu'on inaugure aussi. Mais de l'eau est venu, on est tout content. On a salué le président de Alassane Ouattara. Dieu va donner vie longue. Selon le chef du gouvernement, un projet d'assainissement estimé à plus de 100 milliards de francs CFA va bientôt être mis en œuvre pour faire de la commune d'Abobo un cadre plus sain et agréable. Journée marathon donc pour le Premier ministre hier. Il a lancé les travaux de canalisation de la commune d'Abobo. Il a par la suite procédé à l'inauguration du château d'eau de Ndotré, coût total plus de 4 milliards de francs CFA. Hier également, nous l'avons dit tout à l'heure, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a inauguré la nouvelle voie d'accès au village d'Aboboté. Le chef du gouvernement a également lancé les travaux de renforcement de la voie de Samaké, mairie d'Abobo. Le point de toutes ces étapes avec Maïsako. La commune d'Abobo s'embellit. L'un de ces villages, Aboboté, dispose désormais d'une nouvelle voie bitumée longue de près de 12 km. Le linéaire total de voies revêtues d'Abobo est de 78,35 km, soit seulement 7% de sa voirie. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez comprendre alors la grande joie qui nous anime cet après-midi à l'idée que vous procédez à l'inauguration d'une voirie. Les travaux réalisés en l'espace de 8 mois sont le fruit des efforts conjugués de l'État de Côte d'Ivoire à travers le programme présidentiel d'urgence et le programme de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et l'Agence française de développement dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Ils ont coûté 11 milliards 800 millions de francs CFA. Selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ce nouvel ouvrage va réduire les souffrances des riverains et usagers qui peinaient à se déplacer sur cette voie impraticable il y a quelques mois. Désormais, grâce à la construction et à la réhabilitation de ces voies, les usagers de ces différents axes circuleront plus aisément et rallieront plus rapidement les villages de Bokabo et d'Aboboté, ainsi que les quartiers situés sur le parcours de ces axes. La nouvelle voie d'accès au village d'Aboboté étant une réalité, la priorité est mise sur la voie Samaké, mairie d'Abobo. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan
a donné le coup de pioche symbolique marquant le début des travaux de renforcement de cette voirie. Elle s'étend sur 1,7 km et va à terme assurer la liaison entre les communes de Cocody et d'Abobo. Revenons sur d'autres aspects d'Africa CEO Forum consacré au panel, un panel sur le leadership autour du thème « Diriger dans un monde en mutation ». Il s'est agi pour 5 dirigeants d'entreprises et experts de proposer des solutions pour bien diriger les entreprises dans un contexte de bouleversement des modèles économiques. Quel dirigeant faut-il? Comment doit-il diriger? Les réponses à toutes ces préoccupations dans ce reportage de Justine Sey-Djike. Comment diriger dans un monde en mutation? 5 experts et dirigeants d'entreprises pour apporter des réponses à cette problématique. La mutation dont il est question, c'est la transformation économique de l'Afrique due à la chute du prix de nombreuses matières premières, à la baisse de 40% de la demande chinoise et à la baisse des investissements directs à l'étranger, IDE. Dans ce contexte, selon Pierre-Antoine Balu, expert international, les dirigeants d'entreprise doivent être prêts et outillés pour travailler dans des conditions difficiles en vue de jouer un rôle prépondérant dans le développement du continent africain. La recette de Oba Oduteko, dirigeant d'entreprise, c'est un leader au profil bien défini car le leadership est au cœur du succès des affaires. Le leader doit être agile, dynamique, talentueux et au fait des compétences de son domaine. Pour Richard Abiel, dirigeant d'entreprise, l'Afrique devra s'adapter à la rapidité introduite dans la gestion des affaires par les nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC. Slim Otmani, PDG pour sa part, recommande la bonne gouvernance au sein des entreprises, la communication et le management participatif. Enfin, Veta Karamani Sirivancha, PDG d'entreprise, préconise la mise en place d'une stratégie RSE dans les entreprises africaines. La responsabilité sociale des entreprises étant l'application du développement durable par celle-ci, elle permet d'améliorer l'image et les performances de l'entreprise. Ainsi, le dirigeant africain d'entreprise doit être un catalyseur du développement de son continent. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le slogan retenu par l'OMS cette année est « S'unir pour mettre fin à la tuberculose ». En Côte d'Ivoire, l'État s'engage à redoubler d'efforts pour vaincre la maladie d'ici 2035, nous dit Patricia Oumouetia. Malgré les efforts accomplis, la situation de la tuberculose demeure préoccupante tant à l'échelle mondiale que nationale. Selon le rapport de l'OMS de 2014, 9,6 millions de personnes ont développé la tuberculose et 1,5 million en sont décédées. En Côte d'Ivoire, on note sur les 5 dernières années une stabilisation de la maladie en 2015 avec plus de 22 000 malades qui ont été pris en charge dans 211 centres de diagnostic et traitement situés sur toute l'étendue du territoire. Devant cette situation, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à redoubler d'efforts pour vaincre la maladie d'ici 2035, conformément aux engagements mondiaux. Ceci passe entre autres par l'engagement de tous, tel est le sens du thème retenu pour la journée mondiale de la tuberculose en 2016, à savoir « S'unir pour mettre fin à la tuberculose ». C'est dans cette dynamique que se tiendra à Abidjan du 25 au 28 avril prochain la 35e réunion du Conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Plus de 300 experts attendus à Abidjan pour cette 35e réunion du Fonds mondial. Une autre journée, mais célébrée hier, c'est la journée mondiale de la météorologie, ayant pour thème plus chaud, plus sec, plus humide. Regardons l'avenir en face. À cette occasion, le gouvernement réitère sa volonté de prendre des mesures contre les risques liés aux phénomènes météorologiques et au changement climatique tout en assurant son développement économique. Isayo et Adama Kone. Le 23 mars de chaque année, la Côte d'Ivoire célèbre la journée météorologique mondiale. Cette célébration commémore l'entrée en vigueur en 1950 de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale favorisant la collaboration internationale en la matière. Le ministre des Transports a saisi cette occasion pour indiquer l'effet du temps sur les différentes activités de l'économie. Aujourd'hui,
Plus que jamais, on s'aperçoit que l'économie mondiale, et plus particulièrement les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de la santé, des transports, sont de plus en plus sensibles au temps et au climat à travers les effets de hausse des températures, de moins d'humidité et de plus en plus d'inondations. Le réchauffement de la Côte d'Ivoire d'environ 0,5 degrés centésimal en moyenne depuis la décennie 1980, le déficit général de la quantité de pluie annuelle sur l'ensemble du pays et le décalage du calendrier agricole dû aux effets des changements climatiques sont consignés dans le résultat des études menées par la Sodexam. Face à cette menace, le gouvernement réitère son engagement sur la protection du climat. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a pris des engagements forts pour la protection de notre pays contre les risques liés aux phénomènes météorologiques et au changement climatique, tout en assurant le développement économique de notre pays. La Côte d'Ivoire, qui aspire à l'émergence à l'horizon 2020, envisage d'améliorer la qualité des services météorologiques et climatiques vers les usagers. Dans le domaine de l'éducation, cette interrogation, quel directeur d'école pour une école émergente dans le Nord? C'est autour de ce thème que les directeurs d'école de Côte d'Ivoire, regroupés au sein de la coordination nationale des directeurs d'école, se sont réunis à Korogo. Il s'agit pour eux de se former aux nouvelles techniques d'enseignement afin de contribuer efficacement à l'amélioration des résultats scolaires dans la région du Poro. Chantal Eouma Kandan. L'excellence à l'école constitue aujourd'hui un défi majeur pour le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement. Mais pour relever ce défi, il faut bien un enseignement de qualité aux apprenants. Et le gouvernement met tous les moyens de son côté pour y arriver. On parle désormais d'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Une école obligatoire et gratuite partout en Côte d'Ivoire. C'est pour apporter leur touche à l'atteinte des résultats que se fixe le gouvernement, que la Coordination nationale des directeurs d'école de Côte d'Ivoire, CN2CI, a décidé de s'implanter dans des zones où le taux de scolarisation reste encore faible, notamment dans la partie nord du pays. Les directeurs d'école se sont retrouvés pour tracer les sillons de la promotion d'un enseignement nouveau dans la région. Ils sont venus des 4 départements qui composent cette région: Sinimatiali, Dikodougou, Mbengue et Korogo. Pendant 2 jours, les plus jeunes ont appris auprès de leurs dévanciers des techniques simples capables de conduire à des résultats scolaires performants et sûrs. À l'étape de Korogo, un président régional a été investi. Son nom, Silue Vali. Il est le directeur de l'école primaire publique Koko 2 de Korogo. Sa priorité, sensibiliser enseignants et parents d'élèves à entretenir des rapports débouchant sur de meilleurs résultats de fin d'année dans le Poro. Après Korogo, la formation des directeurs d'école se poursuit dans d'autres régions. Concernant l'emploi jeune, la mairie de Guiglo, dans la région du Cavali, et une structure financière ont signé une convention de partenariat pour le bonheur des jeunes. Grâce au fonds de garantie pour projets jeunes, les jeunes de Guiglo bénéficient d'un financement. Les prêts vont de 100 000 à 300 000 francs CFA. Reportage d'Ève Boué. On nous promet des emplois, mais ça ne se réalise pas. Donc on est là, on est un peu découragé même. On est là sans rien faire. S'il y a des gens pour nous aider, ça va nous faire vraiment plaisir. Moi, je vais faire du commerce. Peut-être le vœu de Rose se réalisera. Le premier magistrat de la commune de Guiglo et son conseil municipal mettent un fonds de 20 millions de francs CFA à la disposition des jeunes pour le financement de leurs projets. Le fonds de garantie pour projets jeunes est ainsi lancé. La convention est signée entre la mairie et une structure financière de la place. Les jeunes pourront emprunter des montants entre 100 000 et 300 000 francs CFA remboursables en 1 an. Aujourd'hui, quand on ne dit pas à quelqu'un de rembourser quelque chose, il pense que c'est un acquis et il peut l'utiliser à d'autres fins. Mais nous voulons qu'il soit indépendant sur le plan économique. Alors, leur permettant de rembourser cette somme va permettre aussi à certains jeunes d'en bénéficier. Et ça leur permettra aussi de bien le gérer.
Bien gérer les fonds empruntés, promesse faite par les premiers bénéficiaires. Ils sont avant tout reconnaissants. C'est la première fois qu'un maire d'une commune, surtout au niveau de la région du Cavali, met des fonds à la disposition de la jeunesse à travers une banque. L'emploi des jeunes à Guiglo, un cheval de bataille pour le colonel Séverin Baillé. Déjà en 2015, il a offert 125 permis de conduire aux jeunes de sa commune. Les localités de Diedi et de Laoula visitées par le préfet de département d'Oumé, sur place, il a prôné le vivre ensemble. Commentaire à Boussanogo. Grande mobilisation dans les villages de Laouda et de Diedi. Les populations rendent hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement en faveur du département d'Oumé. Elles ont exprimé leur engagement à le soutenir dans son ambition, faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Le préfet du département d'Oumé a saisi l'aubaine pour inviter la population de la région à l'entente, à la cohésion et au vivre ensemble. Quand il n'y a pas d'attente dans un village, le bonheur s'enfuit, le développement s'enfuit. L'accès à l'eau potable et aux infrastructures routières sont entre autres les préoccupations des populations de Laouda et de Diedi. Préoccupations prises en compte par le préfet du département d'Oumé qui a promis de les soumettre au président de la République Alassane Ouattara. Les danseurs du terroir ont par la suite fait montre de leur savoir-faire. Le ministère de l'Environnement est en campagne pour la promotion de la préservation de l'environnement. Après les médias, les collectivités locales et les étudiants, les agriculteurs ont été sensibilisés sur les polluants et certaines pratiques dangereuses telles que les feux de brousse, nous dit Franck Quadio. Petite cause, grands effets. Un feu de brousse au lieu du désherbage traditionnel ou des pesticides douteux pour tuer les microbactéries sur les plantes. Conséquence d'énormes dégâts sur l'environnement et sur l'homme, des maladies telles le cancer et l'infertilité du sol. Cette fumée nocive et ces pesticides font partie des polluants organiques persistants, des substances à forte toxicité. Parmi ces pesticides, il y en a 14 qui sont interdits. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire a signé donc, la ratification. Et il y a quelquefois, ces pesticides peuvent passer à travers les frontières. Donc notre rôle, c'est de veiller sur l'inexistence de ces pesticides sur le territoire national. La Côte d'Ivoire, dans le cadre de la Convention de Stockholm ratifiée en janvier 2004, actualise depuis 2006 son plan national de mise en œuvre. La méthode est simple, sensibiliser les partenaires sociaux. Après les collectivités et les médias entre autres, c'est au tour du monde agricole. Une journée donc pour outiller ces responsables de coopératives agricoles. Avoir de bonnes formations, de bonnes pratiques pour pouvoir améliorer nos manières de faire dans les plantations. Cela passe par la connaissance véritable des produits utilisés. C'est vrai, eux ils ne sont pas habitués aux molécules, mais il y a une manière de le faire parce que le pesticide a un nom commercial. Alors, quand vous dites le lindan, ils savent. Voilà. Donc à partir de ce moment, on peut déjà les diriger comme ça, avec les étuis, avec les emballages et tout le reste. D'autres méthodes écologiques rationnelles d'élimination au menu de la formation. L'idée est de permettre aux apprenants de servir de relais pour une meilleure sensibilisation. 22 produits sont concernés par la Convention de Stockholm, dont 14 pesticides. Il a plu ce matin à Abidjan. À Zenoula, également, une violente tornade a fait de nombreux dégâts. Une fois de plus, s'est abattue récemment sur la ville, précisément à Zorofla, occasionnant de nombreux dégâts matériels, nous dit Thérèse Tapeyoboué. Salle de classe de coiffée, logement des instituteurs inondés, le préau de la maternité et plusieurs habitations ravagées. C'est le triste bilan d'une tornade qui s'est abattue sur le village de Zorofla, dans la sous-préfecture des Zenoula. Les fils électriques du village et les lampadaires n'ont pas échappé à ce grand vent. Une situation qui a malheureusement causé des blessés légers qui ont été transférés à Bédiala pour des soins. Des documents administratifs des maîtres, des vivres, des vêtements ont été également détruits par la tornade. Devant la souffrance des victimes, le chef du village de Zorofla se dit impuissant face aux nombreuses sollicitations. Aussi, lance-t-il un appel aux autorités administratives et politiques
afin de leur venir en aide. Bertin Trabi, directeur de l'école, affirme que cette aide est pressante parce que si rien n'est fait, les élèves risquent de ne pas reprendre les cours. Dans le domaine de la formation, 4 milliards de francs CFA, c'est la somme qui a permis à des centaines d'étudiants ivoiriens en 20 ans d'être formés dans les écoles de prestige en Europe à l'aide de bourses d'études. C'est l'information capitale donnée par la Fondation Bénia International, initiatrice de ces actions. On fait le point avec Franck Quadio. 450 étudiants ivoiriens ont bénéficié depuis 1996 de bourses d'études étrangères à hauteur de 4 milliards de francs CFA au nom de la Fondation Bénia International. Sylviane Fontaine, directrice de la Fondation, plante le décor. Nous sommes au lancement des activités des 20 ans de la Fondation Bénia International, un réseau de compétences qui œuvre pour la formation des élites. J'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui ont les mêmes positions que nous puissions mobiliser nos énergies pour pouvoir permettre à l'Afrique de disposer des ressources qui soient aptes à prendre en main les défis qui nous attendent pour les années à venir. J'aurais été très favorable à cette initiative qui permet quand même de former des jeunes Ivoiriens, de les envoyer se former en France et de ramener tout ce qu'ils ont appris là-bas pour participer ensuite en Côte d'Ivoire à l'évolution d'une classe dirigeante bien formée. Chaque année, plusieurs étudiants sont envoyés par la Fondation dans des écoles de prestige en Europe, une initiative qui cadre avec la volonté du gouvernement. L'État ne peut pas tout faire et donc quand nous constatons que des privés arrivent de par leurs propres initiatives à mobiliser autant de ressources et à construire autant de talents, nous allons les accompagner dans la démarche. Les activités marquant les 20 ans de cette organisation visent à mobiliser autour de la cause le maximum de partenaires. Elles prennent fin le 9 juillet prochain par un gala qui boucle la série de conférences, de panels et d'émissions télé et radio. Allons à la découverte du sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois à l'entrée de la ville. Il a été inauguré il y a 7 ans. Les personnes qui fréquentent ce lieu de Beaunois reçoivent beaucoup de grâce selon le recteur, le père Sylvain Dabiré. Honorine Ngori pour plus de détails. Le sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois est composé d'une église et d'une statue de la Vierge Marie de 12 mètres de hauteur. On y trouve des maisons pour les prêtres et un presbytère. Ce haut lieu de spiritualité, inauguré en 2009, protège toute la population de Beaunois et les pèlerins qui le visitent. En plus, procure de nombreuses grâces aux visiteurs, au dire de son recteur, Père Sylvain Dabiré. Monsieur Doncor a fait la statue, la grande statue que vous voyez là. Selon les témoignages que nous recevons, quand même, il y a beaucoup de grâces que les gens reçoivent. C'est les samedis et les dimanches en majorité que nous accueillons les pèlerins. Quelles sont les missions assignées à ce sanctuaire et les activités qui s'y déroulent? Initialement, on avait prévu des formations. Dans le temps de carême, nous avons fait des récollections. Selon les pèlerins, le sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois est source de bienfaits. Maman Marie, c'est mon maman. Mon fils qui est là. Ils ont lancé un sort. Je suis venue chez maman, j'ai dit maman, maintenant il est fatigué. Il faut faire le reste pour moi. On vient ici pour prier maman. Je suis venu chez maman Marie pour que son fils Jésus me guérisse. Le monsieur marié, ça fait moins de 30 ans. On a travaillé jusqu'à trouver l'argent. Le monsieur me dit que je ne peux plus travailler avec. Donc je suis là, je souffre. Je confie mes enfants, ma famille. Et le problème que j'ai venu confier, ça a commencé à diminuer. Pour le recteur, Père Sylvain Dabiré, ce sanctuaire vit des dons des fidèles, des dîmes, en plus d'une subvention de l'Église catholique. En bref, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les pays de la sous-région se concertent aujourd'hui à Abidjan. Il s'agira de mutualiser les efforts des différents pays pour anticiper et contrer les attaques. Il s'agira aussi pour les ministres de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali, 3 pays déjà visés par ces attaques, de partager des informations sur les enquêtes en cours qui serviront au Sénégal, qui serait sous la menace à prévenir une éventuelle attaque sur son sol.
Et puis 3 kamikazes des attentats de Bruxelles, tous liés aux attentats de Paris, ont été identifiés par les enquêteurs. Un 4e homme dont l'identité n'est pas connue est en fuite et activement recherché. Concernant justement les attentats de Paris, Salah Abdeslam souhaite rentrer en France le plus vite possible pour s'expliquer. Abdeslam est le logisticien présumé des attentats de novembre dernier à Paris. Le jeune Français d'origine marocaine a été arrêté le 18 mars à Bruxelles. Rappelons pour terminer que le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce jeudi matin, ce jeudi 24 mars 2016 pour Franceville au Gabon, où il effectuera une visite d'amitié et de travail à l'invitation de son homologue gabonais, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État regagnera Abidjan en fin de journée. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Victorine Yaoyoboué. Merci de votre fidélité.